Nicolas Sarkozy, l'ex-président français devenu abonné aux tribunaux, passe plus de temps à choisir sa prison qu'à signer des orthographes ou alors à vaquer à des occupations d'anciens présidents. D'ailleurs, un ancien président passe ses journées à faire quoi? Ressasser tous les crimes qu'il a validés? Je ne sais pas. La Palestine toque la porte des BRICS et est soutenue par la Chine dans cet élan, pendant que l'Occident balance des sanctions qui ressemblent plus à des déclarations de guerre qu'à une réelle stratégie. Les BRICS, eux, pèsent désormais presque la moitié de la planète et aussi plus de la moitié du commerce mondial. Autant dire que ça commence à ressembler à un club de VIP géant. Pendant ce temps, la Corée du Sud, vitrine de la high-tech du monde, cache une tragédie, un record d'auto-élimination avec des gamins qui révisent comme si chaque contrôle était une finale de Coupe du Monde ou alors était une épreuve dans saut. Bref, entre les présidents qui tombent, les blocs qui s'agrandissent et les sociétés qui craquent, accroche-toi, on va commencer. Donc, Nicolas Sarkozy en prison. Oui, vous avez bien entendu, l'ex-président français. Celui qui faisait des selfies en costard et des discours avec la main dans la poche, celui qui a expliqué que, bien évidemment, l'Afrique n'a pas d'histoire, vient de prendre 5 ans de prison pour complot criminel dans une histoire à la House of Cards, impliquant des millions d'euros du défunt héros libyen Mouammar Kadhafi. Le tribunal de Paris a quand même dit « pas touche aux autres accusations ». Donc, pas de corruption passive, ni de financement illégal de sa campagne. Mais le principal, ça pique quand même. Et spoiler, même s'il avait fait appel, et il le fera évidemment, il devra commencer à purger sa peine. Malgré tout, à 70 ans, Sarkozy, président de la France de 2007 à 2012, a sorti son discours dramatique. C'est extrêmement grave pour un état de droit. Traduction en langage people, courant pour vous et moi, c'est la catastrophe pour son image et pour son CV d'ancien président. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Selon lui, tout ça c'est de la politique. Et évidemment, il a dit que non, il n'a jamais touché un seul centime pour sa campagne de 2007. Et oui, tout ça c'est de la politique factuellement. Sûr qu'il a dû faire quelque chose et les gens pour le punir ont relancé ça. Parce que c'est jamais arrivé ce genre d'histoire. Et tous les présidents français se financent, ils trouvent moyen de se financer. En tout cas, le parquet, lui, raconte une autre histoire. Parce qu'en échange de quelques millions, Sarkozy aurait promis de rendre Kadhafi moins un paria aux yeux des pays occidentaux. La juge Nathalie Gavarino a confirmé qu'il avait bien donné le feu vert de ses proches pour aller commander des fonds à Tripoli. Mais surprise, pas assez de preuves pour dire que l'argent a effectivement atterri dans sa campagne. Voilà. Donc pas de preuves pour dire qu'il a financé sa campagne avec l'argent qu'il a demandé à Kadhafi pour financer sa campagne. Mais bien sûr, en bonus, l'ex-président va devoir sortir 100 000 euros de sa poche. C'est rien pour lui, ça ira. Et quand la juge a prononcé la sentence, la salle d'audience est passée du silence à la stupéfaction. Un ancien président qui va en prison, c'est si rare. Sarkozy pourrait donc bientôt dormir à la prison de Paris. Et lui, cool, il a dit, s'ils veulent que je dorme en prison, je dormirai, mais la tête haute. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. C'est une première sous la Ve République. Un ancien président, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt à exécution provisoire. En clair, alors même qu'il a annoncé faire appel, Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois, on rit, parfois, c'est plus sérieux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent. Et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit.
on retourne au sujet. Petit retour en arrière, tout a commencé en 2013 quand Saïf Kadhafi, le fils du héros Muammar Kadhafi, a accusé Nicolas Sarkozy d'avoir siphonné des millions d'euros pour pouvoir financer sa campagne. L'année suivante, l'intermédiaire franco-libanais Zaïd Takieddine a rajouté du piment en disant qu'il avait des preuves écrites. 50 millions d'euros de Tripoli auraient été versés à la campagne de 2007 de Sarkozy. Et ce n'est pas tout. Les anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux étaient dans le bain. Ils étaient dans le coup. Verdict, Guéant coupable de corruption et Hortefeux coupable de complot criminel. Et Carla Bruni Sarkozy, ancienne top modèle et chanteuse, actuellement femme de Nicolas Sarkozy, est inculpée pour avoir planqué des preuves et aidé à frauder tout ça. Bien évidemment, elle a tout nié en bloc. Depuis sa défaite en 2012, Sarkozy collectionne des ennuis judiciaires comme des trophées. Dépassement du plafond de campagne en 2012, tentative de corruption de juge en 2014 et j'en passe. Bref, la totale quoi. Il avait déjà écopé d'1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, et avait pu rester à la maison avec un bracelet électronique. Mais cette fois, ça sent la vraie cellule. Et la vraie télé en prison, les vrais lits et les vrais draps de prison. Alors, je sais pas, on prépare les popcorn, la saga Sarkozy n'est clairement pas finie. On parle quand même d'un gars qui, après des années de bras de fer judiciaires et des années de déclarations musclées, Nicolas Sarkozy s'est finalement pris une condamnation pour association de malfaiteurs dans le fameux dossier libyen lié à la campagne présidentielle de 2007. Lui, droit dans ses bottes, tranquille, répète qu'il est innocent, comme l'a Diagami visiblement, puisqu'il n'y a zéro preuve même en plus. Et il se prépare pour la suite du match judiciaire. Sarkozy condamné à 5 ans de prison, avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire, va devoir faire un petit détour obligatoire quand même par le parquet national financier. En effet, selon BFM TV, il est convoqué le 13 octobre devant la PNF, histoire de lui annoncer noir sur blanc la date et surtout le nom de l'établissement pénitentiaire où il va devoir aller déposer ses valises pour pouvoir purger sa peine. Autrement dit, on lui donne son billet d'entrée pour la case prison. Et oui, il peut être incarcéré immédiatement après ou alors plus tard, selon l'organisation. Bon, à titre personnel, je n'y crois pas. Je doute très fort qu'il aille en prison, très fort. Mais bon, peut-être qu'ils vont pousser le semblant jusqu'à ce niveau-là. Parce que je suis sûr que c'est simplement une pression qu'on est en train de lui mettre. Cette convocation tombe alors que le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné jeudi matin à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. Non, c'est important de rappeler ça. Parce que quand il détruisait la Libye, il ne se doutait pas une seule seconde que ça pouvait lui retomber dessus. Et ce qui est en train de lui arriver, ce n'est rien par rapport à toute la destruction et la désolation qu'il a fait en Libye. Ce n'est rien vraiment. C'est quelques bousculades au mieux. Quand lui, il a mis des balles au milieu du front des personnes. Quand à cause de lui, l'esclavage a recommencé en Libye. Et un tas d'autres trucs. En tout cas, en attendant son procès en appel, Nicolas Sarkozy n'a pas beaucoup d'options. Le mandat de dépôt et l'exécution provisoire ne lui laissent aucune échappatoire en fait. Donc, pas de joker, il doit suivre le scénario prévu. Autre information, on apprend que l'ambassadeur de Palestine en Russie a confirmé que son pays pourrait d'abord rejoindre les BRICS comme simple observateur. Donc oui, actuellement la Palestine a des vues pour pouvoir intégrer les BRICS. Une petite porte entrouverte, mais qui tombe à un moment très lourd en termes de symboles. Septembre 2025, si on voit littéralement un vieux système qui s'effrite, qui tombe en morceaux. Les champs de bataille sont désormais mondiaux. Eurasie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine et j'en passe. Chaque région, avec ses rancunes, ses cicatrices, ses guerres et ses propres calculs sont en train de jouer leur jeu. Au Moyen-Orient, les cartes changent sans cesse. L'invitation de la Palestine aux BRICS porte donc un réel symbole. Mais pour l'instant, la garantie solide reste la Chine, pilier du bloc avec son alliance stratégique avec la Russie. Vendredi donc, le ministre chinois des Affaires étrangères a d'ailleurs exprimé son soutien officiel à la demande palestinienne. Pékin rappelle que les BRICS se veulent comme un moteur du multilatéralisme et de la coopération économique équitable entre pays émergents. Le porte-parole Guo Jiakun a même insisté. La Chine accueille avec plaisir de nouveaux partenaires qui partagent les mêmes idées pour pouvoir bâtir un ordre mondial plus juste. Il a souligné que les BRICS sont devenus un carrefour incontournable pour les pays en développement et un vrai moteur de la multipolarité. L'ambassadeur palestinien à Moscou, lui, a précisé que la demande était déjà déposée officiellement, mais que pour l'instant, la Palestine devra sûrement se concentrer sur le statut d'invité ou alors d'observateur. Je cite: « Nous n'avons pas encore eu de réponse, mais ça viendra. » Ce qu'il a déclaré. On passe maintenant à une information que j'ai trouvée somme toute curieuse.
c'est en Corée du Sud. Un record tragique d'auto-élimination. Je ne connais pas la sensibilité de l'algorithme sur le mot là, donc je vais utiliser auto-élimination. Tout simplement pour éviter d'avoir à batailler avec l'algorithme. Déjà que je combats contre lui tout le temps, voilà. J'expliquais donc que la Corée du Sud détient un triste record. Le taux d'auto-élimination le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. Et la situation est en train de s'empirer. Parce que, et accrochez-vous bien, ces actes sont la première cause de décès chez les jeunes et les adultes de moins de 50 ans. On dit bien première cause de décès, de 50 ans en descendant. Ou alors de 0 à 50 ans, comme vous voulez. Première cause de décès, non, soyez choqués. Prenez le temps d'être choqués. Il y a 3 raisons principales à ça. 3 raisons principales qui sont pointées du doigt. La pression scolaire et professionnelle écrasante, la honte qui entoure la santé mentale et surtout l'effet boule de neige des auto-éliminations des célébrités très médiatisées. En 2024, le pays a enregistré 14 872 auto-éliminations, soit une hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente. Cela équivaut à 29,1 éliminations pour 100 habitants. 29 éliminations pour 100 habitants. On parle là de 30%. C'est énorme, c'est phénoménal. Et ça, c'est le pire chiffre depuis 2011. Chez les 10 à 49 ans, c'est la cause numéro 1 de décès. Chez les 50 à 59 ans, c'est la deuxième cause de décès. Alors qu'on parle de maladies comme le cancer, 24,8% des décès, maladies cardiaques, 9,4% des décès et la pneumonie 8,4%. Il domine les causes de mortalité en règle générale. Mais l'auto-élimination reste 5e du classement de toutes les choses confondues qui fassent en sorte que les gens meurent. Depuis des années, la Corée du Sud garde ce triste titre de championne d'auto-off dans l'OCDE, avec une moyenne de 10,8 auto-éliminations pour 100 habitants. Ça, c'est depuis sa date déjà. Les spécialistes cherchent à comprendre pourquoi un pays aussi riche et moderne connaît-il un tel désespoir. Une partie de la réponse se trouve dans la culture de la réussite. Les enfants sont mis sous pression très tôt. Examen d'entrée élitiste dès 4 ou 7 ans. Près de la moitié des jeunes, on parle de 47,6%, sont inscrits à des cours privés pour pouvoir réviser et avoir les meilleures universités possibles. Conséquence, il y a un manque de sommeil, fatigue chronique et anxiété dès l'enfance. Et à l'âge adulte, ça continue. Entre leur système de dette exagéré, on apprend que les Coréens travaillent en moyenne 915 heures par an, bien plus que la moyenne de l'OCDE. La culture du paraître, de s'endetter encore et toujours plus parce qu'on veut montrer qu'on réussit alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez des jeunes à peine sortis du lycée avec des dizaines de millions de dettes. Ça sort d'où? J'ai jamais compris ce truc. Il y a des gens en Corée qui vivent dans des appartements sans meubles, sans chauffage, sans rien, mais qui roulent en Porsche. Il y a des étudiants sans revenus qui possèdent 6 cartes de crédit. Il y a des jeunes qui s'endettent sur 10 ans pour acheter du Bitcoin. Pas parce qu'ils sont irresponsables, même si on pourrait se poser la question, mais parce qu'ils pensent que c'est la seule façon de s'en sortir. Dans un pays où la réussite n'est plus une option, mais une obligation sociale, tous les moyens deviennent bons pour rester à la surface, même les plus absurdes. La Corée du Sud, on en parle souvent comme d'un modèle, un miracle économique, une nation passée de la guerre à la prospérité. Wow, on a plein d'exemples, hein. Samsung, BTS, Gangnam Style, wow, des gratte-ciel, des cafés de luxe, des marques de mode, des chirurgies parfaites, des étudiants brillants. Mais derrière cette façade de réussite, il y a une autre Corée, celle qu'on montre rarement. Une Corée où chaque rêve coûte cher, tellement cher que la seule façon d'y croire encore, c'est de l'acheter à crédit. Et c'est ça le vrai sujet de cette vidéo. Parce que la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus endettés au monde. Attention, pas l'État comme on pourrait le faire en France, non, mais bien les citoyens, les foyers, les jeunes, les familles. Le ratio d'endettement des ménages dépasse 90% du PIB, plus que les États-Unis, plus que la France, plus presque tout le monde en fait. Et ce n'est pas seulement une histoire de chiffres, c'est une question de pression, de statut, d'humiliation même. Des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens pour ne pas tomber en dessous du regard des autres. Des gens qui préfèrent se ruiner dans une montre ou une voiture de luxe plutôt que d'avouer qu'ils n'ont pas réussi. C'est une société dans laquelle tu peux tout perdre en quelques jours. Parce que tu as voulu investir intelligemment. Parce que tu as cru aux crypto. Parce que tu as voulu acheter un appart trop tôt. Ou parce que tu as écouté ce que tout le monde te disait.
La société exige des jeunes Coréens qu'ils brillent, qu'ils réussissent financièrement, qu'ils respectent les normes sociales. Résultat, c'est un cocktail explosif de stress, d'anxiété et de frustration permanente. Après ça, il y a maintenant la santé mentale. C'est encore un tabou qui tue. Parler de santé mentale reste encore honteux. La dépression touche des millions de Sud-Coréens chaque année, mais seulement 15% environ reçoivent un traitement adapté. Consulter un psychologue ou un psychiatre est vu comme étant un signe de faiblesse, voire un signe d'échec personnel. Beaucoup choisissent donc de souffrir en silence. On parle une fois de plus encore d'un pays où la culture du paraître est extrêmement avancée. C'est même malsain à un certain niveau. À cela s'ajoute un phénomène dramatique, l'effet Werther. En clair, c'est quand une célébrité met fin à ses jours. Certains fans fragiles qui s'attachaient beaucoup à cette célébrité sont poussés à l'imiter, à faire comme la célébrité en question. Et en Corée du Sud, où la K-pop ou encore les K-dramas sont omniprésents, le mécanisme est donc amplifié. Ces dernières années, plusieurs jeunes stars ont mis fin à leur jour sous la pression de l'industrie, une industrie aussi impitoyable. Parmi elles, il y a Moonbin, une chanteuse du groupe Astro, morte à 25 ans en 2023. Ou encore Kim Sae-rong, une actrice de 24 ans, décédée de la même manière en février 2025. Ces drames très médiatisés ont alimenté une spirale dangereuse pour la jeunesse. Résultat, derrière l'image de modernité, de succès que projette la Corée du Sud, il se cache en fait une réalité sombre où la corruption, le silence et la dépression sociale coûtent chaque année des milliers de vies. Donc, j'ai voulu partager cette information parce que j'ai trouvé que le chiffre était impressionnant quand même. C'est effrayant à une certaine limite. C'est surtout quand on précise que c'est la première cause de mortalité des moins de 50 ans. Non, fallait que je vous en parle. C'est ce genre de sujet qu'on va essayer de traiter et entrer plus en profondeur ou essayer de mieux comprendre ça dans la chaîne Psychologie, en espérant que l'algorithme ne banne pas ce genre de vidéos. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils encouragent des gens à aller consulter des psys, mais quand on veut parler de ce genre de problème, c'est censuré, c'est extrêmement censuré. Bref, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.